Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va inaugurer un nouveau format, qui va s'écarter un petit peu des monographies que je faisais avec des vidéos sur un seul sujet. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver parce que je souhaite modifier un petit peu la façon dont la chaîne se comporte, mais j'expliquerai ça dans une nouvelle vidéo. Donc voici la première. Je reviens des scènes, le salon s'est terminé hier. Moi j'ai eu uniquement l'opportunité d'y être de jeudi et vendredi. Et donc je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai ramené avec un petit avis dessus. Il y a des choses qui sont mainstream, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et puis aussi sur les choses que j'ai pu essayer ou voir. Donc les SN cette année, c'était un salon sur lequel il n'y a pas eu, comme l'année dernière, un gros souffle avec les Time Stories, le Seven Wonder Duel. Voilà, il n'y avait pas de grosses nouveautés écrasantes chez les éditeurs. C'était une sorte d'essai de consolidation. Bien sûr, il y avait des nouveautés, mais c'était pas tout à fait dans cette optique-là. Ce que j'ai pu, moi, voir et essayer dans les 2 jours où j'ai été, c'était d'abord un jeu qui s'appelle Kepler 3026, je crois, et qui est un jeu d'exploration spatiale et qui est en fait un jeu de course. Les joueurs partent de leur système enfin, de la Terre, pardon. Vous avez des possibilités de faire de la recherche technologique, ce qui permet d'améliorer le, d'améliorer la qualité des vaisseaux, leur vitesse, votre capacité à transformer la matière ou à produire de l'énergie, de façon en cumulant les actions, avoir un effet boule de neige, améliorer votre système, et au final de terraformer des planètes. Les découvrir d'abord, y envoyer des vaisseaux ensuite, et au final les terraformer pour les exploiter. Donc le ce jeu-là se joue en 15 tours, et comme c'est un nombre de tours limité, le nombre d'actions donc est limité, et ça veut dire que c'est en fait un jeu de course, puisqu'en plus il n'y a pas d'aspect militaire, on ne peut pas prendre les planètes découvertes par les autres. Donc c'est un jeu de course, et c'est un jeu assez sympathique, mais qui était très bien réalisé, mais qui n'a pas de choses extraordinairement nouvelles à proposer, mais vraiment un jeu de bonne qualité si vous aimez les jeux de course. Moi, c'est pas, enfin, j'aime bien les jeux de course, mais des jeux de course qui sont vraiment des courses, et pas de façon un peu dissimulée de cette manière-là, ce qui veut dire que moi je ne l'ai pas pris. Dans les autres jeux, il y a Adrenaline, des Tchèques de CGE. Alors ça, c'est un jeu qui se veut être une adaptation des jeux de tir à la première personne. Donc vous avez des salles, vous avez des figurines, vous avez des plateaux individuels, vous avez, comme dans un FPS, les munitions et les armes qui spawnent à différents endroits, les salles également, et puis vous devez récupérer des armes et des munitions de façon régulière pour recharger votre arme et tirer sur les autres, et ainsi de suite. Et puis vous avez un nombre d'actions limité, et l'adrénaline fait que plus vous êtes blessé, plus vous avez de nouvelles actions en fait qui sont disponibles, et c'est ce qui donne le nom au jeu, et donc vous avez la possibilité de travailler comme ça, et de gagner des points de victoire avec le nombre de kills que vous allez obtenir. Alors je n'ai pas pris le jeu non plus parce que en fait c'est un petit peu décevant, une simulation de FPS, voilà, on pense que ça va être très très dynamique, alors qu'en fait le jeu est un peu euro, dans le sens où vous avez des cubes d'énergie qui sont en fait les munitions que vous allez récupérer pour recharger vos armes, et en fait vous avez toute une gestion à ce niveau-là. Il n'y a aucune règle de ligne de vue, enfin il y a des lignes de vue puisque vous avez des couloirs et tout se croise à angle droit, vous ne pouvez pas vous cacher ou de choses comme ça. Donc au final, je ne l'ai pas pris non plus, surtout que le jeu coûtait 50 € je crois. Donc j'ai préféré passer mon tour sur ce jeu-là parce qu'il ne correspond pas à moi ce que je souhaite. Mais en revanche, si vous êtes un fan de jeux de gestion, bah, ça peut être un jeu qui pourra vous intéresser éventuellement. Dans les autres jeux que j'ai essayé sans les prendre, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire une présentation en 2 temps des jeux de base que j'ai ramenés et des extensions que j'ai ramenées également. Donc,
il n'y a pas d'ordre particulier parce que je n'ai pas... Voilà, j'ai fait une pile à côté de mon bureau pour pouvoir les prendre assez facilement. Le premier, Rock Paper Wizard. Alors évidemment, tout de suite, quand vous avez une chaîne qui fait des vidéos qui a sous-titré Bazinga, forcément, ça peut vous parler, puisque dans Big Bang Theory, vous avez un jeu qui a été inventé par la production qui s'appelle Rock Paper Scissors Wizard Spock. Il y a des t-shirts, des tas de choses comme ça, et donc ça peut être une bonne référence. Alors ce jeu-là, il est en fait extrêmement simple, c'est un jeu qui coûte pas cher, 15 euros. Vous avez un petit plateau avec des bandes qui indiquent la progression de chacun des mages vers le trésor. Et en fait, vous avez des grandes cartes, grands formats, qui sont quasiment de cette taille de la boîte, qui sont en fait les sorts que peuvent envoyer ces mages, et ces sorts sont des gestes. Comme dans Pierre, Papier, Ciseaux, sauf que là, vous en avez une grande variété, vous en avez au moins une quinzaine, et vous allez en sélectionner juste une partie à chaque partie. Et donc, chacun va pouvoir faire ses pouvoirs, et voilà, en faisant comme à Pierre, Papier, Ciseaux, en faisant le geste qui correspond au sort qu'on veut lancer, eh bien, on applique le résultat et on progresse ou on fait reculer les autres et ainsi de suite. Et les parties ne se ressemblent pas puisque on n'utilise pas toutes les cartes à chaque fois, tous les pouvoirs ne sont pas accessibles de la même façon. Et donc voilà, ça m'a semblé assez amusant, ça a l'air de très bien tourner. J'ai eu la présentation des règles, j'ai pas pu y jouer moi-même encore, mais le jeu est très bien réalisé, très richement réalisé. Je l'ouvre rapidement. Hop, donc vous avez le livre de règles, vous voyez les cartes qui sont de grands formats comme ça, vous voyez, là vous avez un exemple, lévitation, vous faites le pouce en l'air, et ça correspond, et vous avez des pictos qui indiquent les pouvoirs qui sont associés, des petits stand-up, une piste, tout ça en carton de très très bonne qualité, franchement, en plus c'est un jeu à licence Donjons et Dragons, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est de très bonne qualité. Voilà, Rock Paper Wizard, premier achat. Alors, ici il y en a deux, voilà, Suspend. On a trouvé... Voilà, alors il y a deux versions, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est un jeu d'adresse. Vous voyez ici, vous avez des espèces de tiges de métal avec des embouts de couleurs et d'écrans, un petit peu comme des cintres. Eh bien le but du jeu, ça va être de les suspendre les uns aux autres. On a un dé qui indique la couleur de celui que vous devez jouer à chaque tour, et vous devez l'accrocher au reste de la structure qui va grossir, de façon à jouer et d'être le joueur qui va finalement être le dernier, enfin le premier à ne plus avoir de tige de sa couleur à jouer. Le jeu est très amusant, c'est un jeu de dextérité pure, enfin pas d'adresse mais de dextérité, il faut être calme, il faut réfléchir à la façon dont on va poser les choses pour ne pas tout déséquilibrer, ça fait un petit peu ambiance Fort Boyard, donc c'est très sympa, et il existe en deux versions, donc j'ai pris les deux, une version, alors attendez, c'est difficile à l'écran, voilà, Suspense, celui-là avec les tiges en métal, c'est supposé être pour les grandes personnes, et une autre version ici, vous le voyez par transparence, voilà, les pièces sont entièrement en plastique, plus souples, et finalement, paradoxalement, ça rend peut-être le jeu plus difficile parce qu'elles sont un peu molles. Donc j'ai pris les deux parce que de toute façon, le jeu coûte 15 euros chaque. Et à ce prix-là, c'est quand même un truc assez sympathique et original. Donc Suspend. Ensuite, Sola Fide. Sola Fide, voilà. Hop, alors, évidemment, ça brille. Chez Stronghold Games. Alors, les deux noms en haut, vous les reconnaîtrez. Jason Matthews, Christian Leonard, ce sont les deux auteurs de Twilight Struggle, entre autres. Et donc c'est un jeu qui, si vous pouvez lire ici, reprend le thème des guerres de religion, enfin plutôt de la réforme, dans le Saint-Empire romain germanique, les thèses de Luther, et donc la propagation de ces idées à l'époque. Alors en fait, le système, voilà, vous avez les provinces, et puis vous avez un joueur qui joue, c'est un jeu de joueurs, un joueur qui joue les protestants et un joueur qui joue les catholiques. Donc le but du jeu est donc de propager la foi protestante pour l'un et de la contenir
pour le joueur catholique. Ça reprend le système, alors ça n'est pas Twilight Struggle, une adaptation de Twilight Struggle à une autre époque comme 1989 a pu l'être, c'est une adaptation, une reprise avec un cousinage plutôt avec le jeu qu'ils avaient fait, Campaign Manager, c'était en 2008 je crois, qui était la campagne Obama-McCain pour les républicains et les démocrates aux États-Unis. Donc c'est plus proche de ce système-là où en fait vous constituez un pré-deck en sélectionnant un certain nombre de cartes de votre jeu, de l'ensemble du pool pour en faire un sous-ensemble et asseoir votre stratégie de cette façon-là. Donc voilà, Sola Fide, c'est dans la série de Stronghold sur les grands auteurs de jeux. Donc voilà le jeu qu'ils ont commis pour l'occasion. Ensuite, Magecraft. Alors un petit jeu, petite boîte, très mignon. En fait, c'est un jeu de combat de magicien où en fait vous avez des gemmes, des vrais gemmes, enfin des vrais gemmes, en plastique, mais qui représentent en plastique transparent, comme si c'était des gemmes. Vous voyez le look assez sympa. Et en fait, c'est un backbuilding, c'est-à-dire que c'est comme de Dominion, mais vous avez la possibilité donc de mettre les gemmes, et ce ne sont pas les sorts, et vous les piochez à chaque tour, et vous les jouez, et puis vous défaussez en fin de tour, et vous repiochez d'autres, et ensuite vous abondez votre sac avec voilà, et vous essayez de faire des combinaisons avec des sorts qui vont donc vous permettre de gagner et de battre votre adversaire. Vous avez des personnages avec des pouvoirs spéciaux différents, donc ça fait une variabilité supplémentaire, et puis vous avez un sous-ensemble des sorts qui est joué à chaque partie, donc beaucoup de variétés comme dans Dominion, où vous n'en utilisez que 10 sur les 25 dans la boîte de base. Je crois qu'il y a une extension qui serait dans les tuyaux, mais bon, j'en sais pas plus. En tout cas, voilà, le jeu est très sympa, j'ai pu l'essayer, et c'est très agréable. Voilà, ma lumière vient de lâcher. Donc voilà pour ce qui est de Magecraft. Voilà, c'est très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer l'interactivité, on va dire, de cette chaîne. Donc si vous avez des jeux qui vous intéressent, pour qu'on les voit de façon un peu plus précise, vous mettez ça, vous l'indiquez dans les commentaires de la vidéo, et puis je ferai des petites vidéos plus courtes où je vous ferai un open the box, ce qui vous permettra de voir le contenu et éventuellement de présenter même les règles. Ensuite, Pax Renaissance. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le système dit Pax, Pax Porfiriana, Pax Pamir, donc voilà le troisième. Ici, vous êtes un grand banquier italien à l'époque de la Renaissance, et vous allez pouvoir eh bien, favoriser la politique, enfin un camp ou un autre, et ainsi de suite, favoriser l'Église pour brûler les hérétiques, enfin voilà. Donc vous avez des ambitions qui peuvent s'incarner dans différentes stratégies de façon à pouvoir l'emporter. Le système PAX est un système en fait développé par Phil Eklund de Sierra Madre Games, et lui, eh bien, donc il reprend ce système, et ce principe, c'est que vous êtes un personnage important, on va dire, dans l'univers, et que vous avez des objectifs, vous allez essayer d'influer sur le devenir de cet univers, que ce soit un grand propriétaire terrien au Mexique dans Pax Porfiriana, que ce soit un chef de clan donc dans l'Afghanistan du 19e siècle, qui doit choisir entre les Russes et l'Empire britannique pour donc maintenir son pouvoir, ou que ce soit ici un grand banquier qui a entre les différents acteurs politiques, les Ottomans, le Saint-Empire romain, et ainsi de suite, puisque c'est la fin de la période du Moyen-Âge, voilà, pour influencer tout ça. Donc Pax Renaissance. Ensuite, toujours chez
Sierra Madre Games, un jeu de Phil Clown, BIOS Genesis. Alors ça c'est un petit jeu dans le format des boîtes de Néandertal ou de Greenland. Ici c'est un peu particulier, c'est un jeu qui peut se jouer en solo, en coopératif ou en compétitif, et dans lequel vous incarnez des molécules dont l'objectif, bon, votre objectif, va être d'aboutir à la création de la vie, c'est-à-dire d'abord les molécules autocatalytiques, et ensuite les premières briques de la vie pour les cellules capables de se reproduire. C'est donc les premiers milliards d'années dans la soupe primordiale de la Terre. C'est un jeu très aride, je ne suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça un jeu, parce que l'objectif n'est pas forcément d'être très amusant et fun, parce que le choix en général de Phil Clown, c'est de sacrifier la jouabilité au réalisme. Donc c'est un jeu particulier, mais il fait des jeux qui sont tellement atypiques que c'était intéressant de l'avoir, surtout pour celui-là. BIOS Genesis. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de Adrenaline qui voulait simuler les FPS. Voici Shoot, Card Game. Donc, vous voyez, c'est juste un paquet de cartes avec un petit livret de règles très compact en accordéon. L'idée, c'est de pouvoir jouer n'importe où, sur n'importe quelle surface et sans matériel, à un FPS. Je m'explique, vous êtes sur la table du salon, vous prenez l'apéritif, vous avez des canettes, des paquets de chips, des tas d'obstacles naturels, vous mettez des petites figurines ou n'importe quoi qui puisse faire figure de figurine, et vous pouvez faire une partie de FPS sur la table. Vous n'avez pas besoin de dés, pas besoin de mètres, pas besoin de rien, puisque tout est inclus dans le jeu, dans le sens où les dégâts sont piochés par des cartes, et que les distances de déplacement sont effectuées en utilisant la longueur des cartes comme étalon de mesure. Donc vous prenez n'importe quelle carte, et puis vous pouvez calculer. Et vous vérifiez les lignes de vue à l'œil. Dans la réalité. Donc c'est super compact. En fait, c'est beaucoup plus fun que Adrenaline, par exemple, puisqu'il n'y a pas du tout de gestion, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Vous avez des équipements spéciaux, des armes spéciales qui vont dans tous les sens, avec des effets assez spectaculaires. Donc voilà, c'est très 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 fun, c'était pas cher, enfin pas cher, 25 € pour juste un paquet de cartes, c'est objectivement un peu cher, mais bon, pour un jeu indépendant, on peut le comprendre, le tirage est sans doute limité. En fait, c'est un jeu danois, je crois. Si les gens de chez Lego danois, qui sont des Danois aussi, pouvaient acheter les droits et l'adapter avec des visuels Lego pour pouvoir faire jouer les gamins qui ont besoin d'une règle pour faire des combats de petits personnages, en adoucissant évidemment un petit peu les trucs, je pense que ce serait une super idée. Il y a tout ce qu'il faut dans le jeu, ça fonctionne super bien, et en plus c'est très 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 marrant. Si vous voulez jouer avec des enfants qui ont des Playmobil ou des tas de petites figurines qui traînent, vous pouvez les utiliser, improviser avec des tuiles de Jenga, du Lego ou n'importe quoi, des boîtes de conserve, vous faites un champ de bataille et c'est parti sur la table du salon ou sur le tapis de l'entrée. Voilà, Shoot Card Game, un truc très marrant. Celui-là, il est connu de tous, enfin, il est connu. C'est le Freedom Freeze, l'un des Freedom Freeze du salon, Power Grid, mais la version carte. Donc c'est le jeu bien connu. Je l'ai pris vraiment par curiosité parce que je ne sais pas trop de quoi il retourne là-dedans, puisqu'il n'y a pas de carte géographique. Donc les connexions, je ne sais pas comment elles sont rendues. Je pense, puisque à l'intérieur, il n'y a que des cartes, une liasse de billets et puis un pion premier joueur en bois. Voilà, c'est tout le contenu du jeu. Donc je n'en sais pas plus. Je l'ai vraiment acheté à l'aveugle parce que c'est Power Grid et parce que j'ai tout Power Grid. Donc voilà, c'était pour vraiment voir ce qu'il était capable de faire et peut-être éventuellement avoir une version, donc vous voyez la taille de la boîte, plus compacte et peut-être un peu plus simple, moins calculatoire en fin de partie pour un autre public. Donc à voir. On continue, bon, on arrive à la fin. London, Key to the City. Voilà.
Alors ça c'est le R&D Games, là, ici. Donc Richard Breeze, c'est donc une version, en fait, c'est le même système de règles à peu près que Keyflower, mais un peu plus simple et abordable, on va dire. Ce qui fait que voilà, le jeu, je l'ai pris quand même, malgré le fait que j'ai tout Keyflower, parce que ça permet justement d'avoir une approche un peu différente et donc un peu plus particulière du jeu. En plus, il faut bien reconnaître, alors, ouais, j'approche, vous voyez la couverture. Vous avez donc tous les bâtiments de Londres, ils sont reproduits sur des tuiles énormes et de toute beauté en perspective isométrique, qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris le jeu, parce que je pense que il a des qualités esthétiques qui sont absolument indéniables. Ça n'est plus la sœur de l'auteur qui fait les illustrations comme c'était le cas avant. Ils ont pris enfin, c'est quelqu'un d'autre maintenant, je crois qu'elle a pris sa retraite. Mais la qualité en termes de dessins architecturaux est absolument bluffante. Donc c'est aussi tout l'intérêt du jeu. Il existe en plusieurs versions, je crois. Il y a une version Master 7 ou je sais pas quoi. Mais c'est la même chose, hein. C'est juste la boîte qui est différente. Et moi je préfère l'avoir dans cette version qui est cohérente avec le reste de la production R&D. Voilà, donc un très très beau jeu où en fait chacun a des quartiers de Londres et essaye d'y faire construire des bâtiments pour faire prospérer son quartier. Et vous avez toutes les choses, tous les bâtiments si spécifiques à Londres. On se prend à rêver hein, quand on voit ça, un jeu identique sur Paris, ça pourrait être vraiment vraiment très sympa également, et un bel outil promotionnel pour la ville par exemple. Et franchement là il y a quelque chose, voilà, c'est quelque chose, on peut voir qu'on on peut faire quelque chose de très sympa en la matière. Et enfin, la grosse boîte pour la fin, Inis. Voilà. Inis, alors en début, en introduction, je disais qu'il n'y avait pas de grosses sorties. En fait, on peut dire qu'Inis est peut-être la grosse sortie de cette SN, puisque dans les gros éditeurs, c'est la première fois, enfin c'était le jeu qui sortait. Il y a eu donc, c'est un jeu qui fait partie de la même collection chez Matago que Kemet et Cyclades, donc vous voyez la taille de la boîte, avec la même ambition voilà, d'un jeu accessible et avec pas mal de profondeur. Donc le jeu est très intéressant, c'est une sorte de jeu de majorité, avec donc des cartes qui elles-mêmes sont, enfin donc, la possibilité de déplacer ces pions pour prendre des majorités est gérée par des cartes, et ces cartes sont elles-mêmes draftées. Donc il y a ces deux mécanismes qui s'empilent, donc c'est quelque chose d'intéressant, et il y a une patte graphique, esthétique aussi, qui est absolument incroyable. Le matériel est très très beau, il y a les cartes sont grosses aussi. On a eu pendant une période la réduction de la taille des cartes, et puis aujourd'hui on voit que les jeux font des cartes plus grandes, donc un petit peu dans le format de Seven Wonders si vous voulez, avec des magnifiques illustrations, des illustrations surtout très typées, hein. Voilà, c'est pas les illustrations on va dire standards qu'on trouve dans plein de jeux. Voilà, il a vraiment sa personnalité esthétique, et j'espère que ça va ouvrir la voie et que les jeux vont devenir de plus en plus marqués à ce niveau-là. Donc Inis, celui-là c'est sûr, je vais faire une vidéo prochainement parce que j'aime beaucoup les gens de Matago et la série, je crois qu'il s'appelle ça la gamme XL, donc c'est la gamme Kemet et Cyclades. Donc celui-là c'est pas la peine de la demander, vous l'aurez, et donc vous aurez une présentation dessus. Donc voilà. J'en ai fini pour cette première partie avec la présentation des jeux de base. Donc maintenant, je fais les extensions. À tout à l'heure. Avant de passer aux extensions, il y a quelques jeux dont je ne vous ai pas parlé
précédemment. En fait, il s'agit d'abord de Terraforming Mars, qui a été, je crois qu'on peut le dire, un peu la sensation du salon. Alors, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Le jeu est parti très très vite, puisque je crois qu'il était déjà épuisé chez l'éditeur, chez les 2 ou 3 éditeurs qui le vendaient le jeudi, donc dès le premier jour du salon. Donc voilà, très très gros succès et bouche à oreille. Bon voilà, je crois que la traduction est prévue. Il sera possible de le trouver un petit peu plus tard dans toutes les boutiques. Voilà, le jeu a l'air très très bien fichu. J'ai pas entendu personne s'en plaindre, donc quelque chose sur lequel il va falloir garder un œil. L'autre jeu, alors celui-là j'ai pu l'essayer, c'est une version junior de l'âge de pierre, de Stone Age, c'est très très bien. Le jeu est vraiment très simplifié de façon à être joué avec des petits jusqu'à un âge assez bas, je crois que c'est 5 ans, quelque chose comme ça. La qualité de production est magnifique. Et en fait, le jeu est basé sur un système de memory au lieu des dés pour récupérer les ressources. Donc il faut savoir où se trouvent les pions autour du plateau de jeu pour se retrouver. Donc très très bien vu et très sympa. Et puis dans les productions habituelles d'Uwe Rosenberg, il y avait 2 grosses sorties pour le salon. D'abord, je crois que c'est Garden Market ou quelque chose comme ça, qui est en fait une version pour plus de joueurs de Patchwork. Et donc qui a eu pas mal de succès. Et puis l'autre jeu, le gros jeu, on va dire, le gros Rosenberg, à placement d'ouvrier du salon, c'était pour la gloire d'Odin, donc une grosse boîte avec beaucoup de matériel et une pléthore d'actions à choisir. Je crois qu'il y en a plus de 60 ou 70, enfin voilà. C'est assez ambitieux, donc c'est vraiment pour les connaisseurs parce que n'importe quel joueur, on va dire occasionnel, ne va pas va s'écrouler sous le choix des options possibles. Il est possible que ça arrive aussi aux joueurs plus expérimentés. Mais voilà, donc c'était aussi un jeu qui a très très bien marché. Je crois qu'il était vendu très cher au début. Autour alentours de 100 €. Et ils sont repassés aux alentours de 60 un peu plus tard dans le salon, parce que visiblement ça ne fonctionnait pas comme ils le souhaitaient. Et donc voilà, donc le jeu a l'air assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a encore le système de roues, d'Aura Labora ou des choses comme ça. J'ai pas du tout expérimenté, mais bon, c'est un Rosenberg, ça fait partie des jeux sur lesquels il faut avoir un œil. Donc voilà, j'en finis avec ce petit interlude, et puis maintenant on va pouvoir passer à la présentation des différentes extensions. À tout de suite. C'est parti pour la présentation maintenant des extensions que j'ai pu acquérir au Salon des Scènes. La première, Seven Wonder Duel Panthéon. Donc c'est l'extension pour Seven Wonder Duel qui était une des grosses sorties de l'année dernière. Ça permet donc toujours je reste un jeu à 2 puisque c'est duel, et ça permet d'ajouter des pouvoirs divins au jeu de base. Donc ça ajoute un peu de complexité. Il y a une petite extension au plateau de jeu également, et des tas de nouvelles cartes et de choses comme ça. Donc je n'ai pas pu y jouer, donc je ne peux pas vous donner d'avis, mais bon voilà, ça fait partie des extensions un peu obligées pour un bon jeu, donc très classique. Cette année il y avait beaucoup d'extensions puisqu'il n'y avait pas de sortie de jeu de base, donc forcément il y avait beaucoup plus d'extensions à mon avis qu'il n'y en a d'habitude. Aujourd'hui les éditeurs ont quand même tendance à faire pas mal d'extensions quand un jeu se met à fonctionner. Donc c'est la façon de procéder aujourd'hui. Dans la même série, pour un grand hit,
Donc le power-up de King of New York. King of Tokyo avait déjà eu son power-up. Donc King of New York n'est pas en reste. Comme c'est un jeu un petit peu plus compliqué, on va dire, que King of Tokyo le jeu le mérite. Il ajoute un personnage, donc le Mega Shark. Et ce qui est très sympathique à mon avis, c'est qu'il donne des cartes d'évolution pour King of Tokyo, ce qui permet de jouer les monstres de King of New York dans King of Tokyo. Donc voilà, c'est une extension à double usage si vous avez les deux, et une façon assez subtile d'encourager les gens à acheter les deux, puisque les jeux, voilà, on a un système qui est décliné sur plusieurs endroits, donc c'est bien vu en termes de marketing. Cyclade, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé Inis. Voilà, Cyclade est aussi le premier jeu dans la série, je crois. Dans cette collection-là chez Matago, il a eu un succès colossal. Il est beaucoup apprécié, surtout depuis l'extension Titan, qui a rééquilibré pas mal de choses et qui a relancé l'intérêt du jeu pour beaucoup. Donc là, c'est une petite extension, en fait, qui rajoute des monuments. Il doit y en avoir 10 ou 12, je crois, qui ont chacun leur figurine et un pouvoir spécifique. Vous en tirez en début de partie autant que le nombre de joueurs, donc ils ne sont pas tous disponibles pour chaque partie et tous disponibles. Donc ça fait une petite variabilité supplémentaire, et puis ils offrent chacun un pouvoir particulier aux joueurs qui les construisent. On continue. Alors tout de suite, c'est beaucoup plus modeste en termes de taille. C'est juste un paquet de cartes. C'est une extension pour Pax Renaissance, dont le jeu de base est sorti. Enfin, je vous ai présenté le jeu de base tout à l'heure. Donc voilà, voilà, des cartes nouvelles et un jeu qui permet d'augmenter la jouabilité. Dans la même série, une extension pour Pax Pamir qui s'appelle Kyber Knives, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. La place de Kyber, c'est un endroit où il y a une bataille importante en Afghanistan. C'est une passe qui permet de passer de l'Inde à l'Afghanistan. Donc c'était un goulet d'étranglement, un endroit stratégique à contrôler pour l'accès la circulation entre les deux zones. Donc voilà, c'est un jeu c'est une extension qui permet de rajouter pas mal de choses au jeu de base. Ça n'est pas juste des cartes, il y a des nouveaux concepts qui sont ajoutés. Donc c'est une véritable extension, c'est pas juste des cartes supplémentaires. Autrement, voilà, une mini extension pour Keyflower, Keymalkin. Donc voilà, avec des meeples. Qui donnent leur nom, hein, un peu harlequin, donc qui ont des couleurs jumelles, bicolores. Voilà, là je ne sais pas si c'est vraiment une extension, mais c'est quelque chose de sympa. C'est le plateau pour Pax Pamir d'un côté, et alors ça c'est Pax Porphyriana, hop, d'un côté, et Pax Pamir de l'autre. Voilà, donc c'est beaucoup d'intérêt. Puisque c'est assez compact, le jeu lui-même l'est beaucoup parce que ce sont des petites boîtes, un plateau de jeu qui a l'usage pour les deux jeux, c'est super pratique. Donc voilà, c'est c'est pas vraiment une extension, on va dire, c'est un accessoire, mais c'est très pratique pour pouvoir jouer. Concordia. Il y avait deux choses. Alors ici, vous avez des tuiles nouvelles, ainsi que quelques autres pour Navigador, qui ont été privilèges. Donc voilà, avec les règles en allemand et en anglais. Et enfin, une nouvelle carte pour Concordia. Comme vous pouvez le voir, la Gaule et la Corse. Voilà. Donc des nouvelles cartes et donc des nouvelles possibilités de jeu pour ce jeu qui a eu un beau succès et visiblement qui continue à vivre à travers ses extensions, puisque quasiment chaque année, désormais, il y a une carte qui est proposée pour les joueurs. À tel point que l'année dernière, Salsa était vendu dans une boîte quasiment vide,
mais qui avait l'avantage de proposer la possibilité de stocker les cartes supplémentaires pour le jeu, puisque la boîte ne pouvait plus les contenir. Voilà. Donc Corse et Gaule. Voilà, j'ai fait le tour des différents achats. Donc si vous souhaitez avoir des précisions sur des jeux de base, si vous voulez souhaitez qu'on fasse un open the box de plusieurs choses, on cumulera ce que vous souhaiterez. Vous utilisez les commentaires en dessous, et puis comme ça je pourrai le voir. Je vais faire une nouvelle vidéo après pour vous parler de ce que je vais essayer de faire avec la chaîne. Il y aura plus de vidéos, et puis pas que des vidéos de présentation d'un jeu. Voilà, je vais faire des listes de jeux que j'aime bien, avec des présentations succinctes, pour les gens qui commencent, ou thématiques, voilà, c'est à voir. Ça sera plus simple à mettre en œuvre, ça me permettra d'en faire plus, et puis il y aura aussi d'autres choses, mais je vais faire une vidéo qui va parler de ça, qui sera mise en ligne très très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis surtout, n'hésitez pas à demander des précisions si vous le souhaitez en dessous. Voilà, à bientôt, au revoir.